À l'origine de ce podcast, il y a un questionnement. Pourquoi les femmes sont-elles sans cesse renvoyées à la sphère intime et privée, à leur rôle de mère, alors que les hommes ne sont que très rarement interrogés sur leur place de père ? Par exemple, on s'intéresse souvent à la manière dont les mères parviennent à concilier leur emploi avec leur vie de famille. Mais la question de l'engagement des pères dans la vie domestique semble beaucoup moins concerner la société. Lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsque tout va plutôt pas trop mal, les hommes apparaissent avant tout comme des figures publiques. Ce qui se passe à la maison ne regarderait qu'eux. Alors que les femmes sont constamment réinterrogées sur leurs enfants, sur leur organisation du foyer, sur toutes ces petites choses qui constituent la charge mentale qu'elles sont les premières à porter, on laisse les pères tranquilles. Pourtant, les pères ne commencent pas à exister lorsqu'ils montent dans leur voiture le matin pour aller au travail. Se poser la question de la paternité et de la masculinité via la filiation, c'est renvoyer les hommes qui sont pères à leur intimité, à leur vie privée et à la responsabilité qu'ils ont envers leurs enfants. Parce que le privé est politique, il est important de replacer les pères, eux aussi, dans la sphère de l'intime. Dans cet épisode, vous entendrez Louis raconter son père, qu'il décrit comme aimant et suffisamment présent. Selon ses mots, un mec pas si mal, comme il espère qu'on en fait plein. Un père qui a aussi pu l'énerver lorsqu'il performait une certaine image de la paternité. Je suis Léa Specht et je vous propose d'écouter Lettre au père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. Louis a précisé plusieurs fois lors de notre entretien qu'il racontait sa version de l'histoire, qu'il décrivait son père selon son ressenti et sa propre analyse. C'est son regard que vous découvrirez durant cet épisode. Mon père est né le 31 décembre 1949. Il a 2 autres frères. Et en fait, mon père lui-même a une histoire avec son père qui est hyper particulière parce que mon grand-père était militaire, il était officier. Et en fait, il est parti faire la guerre en Indochine. Et mon père devait avoir 3, 4, 5 ans quand ils ont appris en fait que mon grand-père était fait prisonnier. Et en fait, il est mort en Indochine. Et c'est quelque chose qui a profondément marqué mon père et ses frères, toute la fratrie, quoi. Mon père, il est issu d'un milieu plutôt de la petite bourgeoisie. Ma grand-mère, c'était de la petite bourgeoisie et avec un côté très, très vieille France. Elle avait 3 fils, elle en voulait un militaire, un curé, un médecin. Elle a toujours été très, très pratiquante. Et en fait, mon père, dès tout petit, a été envoyé au Prytanée militaire. Donc pendant toute sa scolarité, en fait, il était dans un internat pour garçons et un internat militaire. Je pense que c'était difficile. Et du coup, il a grandi avec l'absence de ce père, qui avait un peu ce côté un peu héroïque, et ma grand-mère, qui n'était pas quelqu'un de très chaleureux, mais comme ça colle à ce genre de milieu, en fait. Le père de Louis rencontre sa première compagne lorsqu'il est très jeune. Un premier fils né de cette union, mais le couple se sépare rapidement par la suite. Après, mon père a rencontré ma mère. Il a eu la garde exclusive de mon frère aîné. Et ils ont 3 autres enfants. Et on a tous à peu près 6 ans de différence. Je suis le petit dernier. Louis a le souvenir d'avoir grandi auprès de parents actifs et indépendants, mais pour autant présents pour leurs enfants. L'image qu'il garde de son père correspond presque exactement à celle qu'on se fait d'un père en France à cette époque-là.
Certains de ses comportements semblent presque couler de source tellement on les a vus et revus. Pourtant, ça ne ferait pas de mal de les interroger et de les remettre en question. C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire Louis. Les années, quand j'étais enfant, mon père, il travaillait beaucoup. Mes parents travaillaient beaucoup, parce que ma mère travaillait avec mon père. Mais en plus, mon père a repris des études, parce qu'il avait toujours rêvé de faire des études de géographie. Sauf que je pense que c'était pour ma grand-mère notamment inconcevable. Et donc il travaillait beaucoup parce que la journée, il bossait en tant que kiné et le soir il étudiait. Mais j'ai quand même donc, des souvenirs de mon père quand on était enfant, de moments passés en famille à faire des jeux de société, des fêtes, forcément, des fêtes de fin d'année. On a fait de la pêche ensemble. On faisait du sport beaucoup ensemble. Après, moi, mes frères, ils ont grandi, ils étaient ados, donc ils étaient moins présents. Moi, j'étais plus souvent avec mes parents. Les souvenirs que j'ai de moi de mon père, enfant, c'était cette figure du patriarche, en fait. Dans sa simplicité de ce que tu peux imaginer d'un père dans une famille bourgeoise, bas de la bourgeoisie, tu vois, à qui il fallait donner une médaille parce que un dimanche par mois, il faisait un poulet rôti, tu vois, ou il s'occupait du barbecue et c'était genre ah mais quand même, hein, vous voyez, quand papa il cuisine, c'est bon. Ah bah oui mec. C'est pas la cuisine du quotidien, tu nous fais un poulet rôti et des frites, tu vois, donc... Ça n'a pas été un papa violent, mais je pense que dans sa tête, il y avait quand même cette image où le père est là pour donner des fessées, donc il pouvait nous menacer d'eux, mais... Je pense que j'en ai pas eu beaucoup, dû en avoir une ou deux, alors c'est toujours de trop, mais voilà, c'est pas quelque chose, j'avais pas peur de mon père. Mais en même temps, moi, mon père, des fois, avait des réactions, je le trouvais trop con, tu vois. Je me disais, putain, mais quel gros con, quoi. Et des fois, il avait des excès d'autorité. Là, ado, tu vois, je devais avoir 13-14 ans. J'ai l'un de mes frères, celui avec qui j'ai 12 ans de différence, donc avec qui je m'entendais... moi je devais avoir 12-13 ans, il avait 25 ans, tu vois, c'était genre mon modèle, tu vois. Et il était rentré, parce qu'il avait un appartement ailleurs. Et on discutait, et on parlait un peu trop fort, et du coup mon père regardait un match, et en fait mon père a commencé à s'énerver pour rien. Et il a giflé mon frère. Et là, je peux te dire que je me suis dit, mais quel abruti fini. Si t'es obligé de frapper ton fils pour avoir l'impression d'être quelqu'un, mais en fait, alors j'avais beaucoup d'empathie pour mon frère c'était ultra humiliant déjà, mais en fait, j'avais tellement pitié pour mon père, quoi. Je me disais, mais t'as rien compris en fait, tu vois, c'est déjà, pour rien, tu peux gâcher une relation que tu vas avoir avec tes enfants. Et là, pourquoi? Qu'est-ce que tu nous fais, en fait? Pour lui, en tant que père, c'était normal d'être respecté, et si tu l'étais pas, et que bon, il y avait quand même une gifle qui partait, tant que c'était pas récurrent, c'était pas grave. Mon père a assumé complètement son rôle de père comme il était perçu et comme il l'est encore par la société. Il y a plein de trucs où je me disais non, mais en fait, ça me va pas du tout, en fait.
ce comportement c'était tout le temps lui. Rien que le fait d'avoir repris ses études, tu vois, ma mère lui a tapé jusqu'à la thèse. Mon père avait acheté un ordinateur parce qu'il voulait taper, mais en fait il a jamais su taper à l'ordinateur. Du coup il écrivait tout manuscrit, et c'est ma mère qui a tout retapé. Et ça lui semblait genre normal. Les tâches ménagères, etc., le care, le quotidien, mon père, c'était tout à fait normal pour lui que ce soit ma mère qui gère tout, quoi. Mais en fait, mon père, j'ai l'impression que c'est tu vois, tu veux t'ouvres l'encyclopédie père né dans les années 50, c'est exactement, c'est un cliché en fait de hétéro blanc de ce milieu-là, quoi. C'est tu vois, le daron, bah c'est mon père. Un Noël avec l'une de mes nièces. Donc il est là, dans son petit fauteuil à table. Donc faut imaginer, il a toujours un petit chapeau, tu vois, un peu en laine comme ça. Il a une veste sans manches avec plein de poches parce que donc du coup tout est accessible, tu vois. Et du coup, les petites arrivent, c'est donc ces petites filles, et mon père veut un bisou. Et l'une des petites ne veut pas, qui devait avoir 3-4 ans, tu vois, ne veut pas lui faire un bisou. Et donc moi j'étais à côté en train de faire je sais pas quoi, et je vois mon père, c'était l'heure de l'apéro, tu vois, c'était une fête de famille. Je vois mon père qui lui découpe, parce qu'il a tout le temps plein de couteaux aussi, donc il a je pense 5 couteaux dans sa veste à 15 000 cloches là. Je le vois qui découpe des tranches de saucisson et qui dit à ma nièce: mais vas-y et tout, je te donne, si tu viens me faire un bisou, je te donne du saucisson. Et donc là, forcément, j'étais à côté, je fais non mais what? Je fais non, en fait, je fais mais papa, je fais, tu peux pas lui apprendre, lui inculquer que allez, vas-y, tu fais un bisou contre quelque chose en fait. Tu donnes de l'affection forcément contre quelque chose. Alors mon père forcément était là, oui, parce que moi je le tournais aussi à l'humour, en disant non mais tu te rends compte et tout, tu donnes un morceau de saucisse à ta petite fille. Alors mon père il était là genre non mais toi toujours t'exagères, machin, tu vois le mal partout. Et je dis ah mais non mais en fait ça commence dès là. Si Louis porte un regard critique sur l'attitude parfois adoptée par son père, il sait que ce dernier a assumé ses responsabilités vis-à-vis de lui et de ses frères, qu'il lui a énormément apporté et l'a toujours soutenu. J'ai jamais douté de l'amour inconditionnel de mon père, même si c'était pas verbalisé, même si des fois c'était maladroit. Je pense que ce soit moi ou même mes frères, je pense qu'à aucun moment on n'a pu en douter de ça. Et c'est un putain de socle pour avancer dans la vie. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Mon père, il m'aurait jamais dit qu'il était pas fier de moi, tu vois. Mais et aucun parent ne devrait dire ça d'ailleurs. Écoutez-nous. Par exemple, par rapport à la transidentité, je sais que mes parents et mon père, il n'y a eu aucun souci. Je pense que mon père, c'est même celui de mes deux parents qui m'a le moins mégenré jusqu'à présent. Et il a eu cette phrase qui était quand même plutôt chou, en disant ah ben c'est un peu comme les trois mousquetaires, il y avait trois mousquetaires puis d'Artagnan, bah voilà c'est ça, t'es d'Artagnan. Et du coup, ça s'est fait simplement et cool. Par contre, il y a eu une fois où j'ai dû élever un peu la dernière fois qu'on s'est vu en in real life, parce que justement il était devant sa télé et je devais faire un peu de bruit, je sais plus
ce qu'on disait, machin, et mon père, là, m'a mégenré, je l'ai repris, et il m'a dit genre, oui, bon, c'est bon, machin, et là, je lui dis, mais en fait, non, c'est pas... ce que je te demande, c'est en fait, c'est l'échelle, la première échelle du respect, en fait. Et en fait, et je lui dis, mais et le fait que tu me respectes, je ne te dois rien pour ça, en fait. C'est pas, moi, je me sens pas chanceux d'avoir un père qui me respecte en tant que personne trans. Je suis privilégié, par contre, parce que c'est pas le cas de plein de frères, de sœurs et d'autres adelphes. Mais en fait, ce comportement-là, c'est juste un comportement normal, quoi. Bah, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Quand Louis est adolescent, un événement dramatique vient bouleverser la vie de son père. Ce dernier fait un AVC qui le rend hémiplégique. Il perd alors son emploi et son autonomie. Cela change aussi la manière dont il vit et exprime ses émotions et modifie les rapports au sein de la famille. Il a son AVC et du jour au lendemain, il change tout. Du fait qu'il ait eu un AVC qui l'a rendu handicapé, ça a débloqué quelque chose chez lui, tu vois, d'un point de vue émotionnel. En fait, mon père, il revit la perte de son père. D'apprendre que, apprendre que son père est prisonnier, mais que son père ne reviendra plus. Que son père est mort. Il ressasse et il le revit, lui il m'a dit, il le revit émotionnellement. Demain, il vient, je t'invite à dîner, je suis sûr et certain qu'il va parler de son père et il va fondre en larmes. Je l'ai vu pleurer, mais un paquet de fois. Et pleurer, pas juste des larmes, tu as vraiment pleuré de souffrance, de tristesse. Moi, dans mon enfance, j'avais jamais vu mon père pleurer et j'aurais jamais pu imaginer que mon père puisse pleurer, tu vois. Mon père, avant son AVC, alors que c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours pu parler quand même de beaucoup de choses, mais on parlait jamais de ses émotions. Même avant ça, je pense que ce besoin affectif, il l'avait aussi, mais il l'aurait jamais dit parce que c'est pas ça un homme, c'est pas ça un père. Moi, après, je suis parti à 17 ans de chez mes parents et je me retrouvais des fois à avoir des trucs, mais où ils m'appelaient genre 20 fois par jour, tu vois. Alors moi, je travaillais déjà. Et parce qu'en fait, ils voulaient juste entendre ma voix. Le soir, je voyais 20 appels en absence. J'étais en panique, en train de me dire « Putain, il s'est passé un truc, voilà ». Et non, c'était juste pour entendre ma voix. Mais par contre, du coup, quand je l'appelais, systématiquement, « Ok, coucou, ça va ? Bon, écoute, c'était juste pour entendre ta voix. Bon, je te passe ta mère. » Mais en fait, c'était réellement ça. Il avait ce besoin affectif et il l'a encore. La semaine dernière, mon père m'a appelé et il me disait ah oui, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. Et j'étais oui, papa, oui, vu que je suis quelqu'un de tactile, oui, t'as envie de prendre dans mes bras, qu'on se prenne dans les bras, de câlins, ouais, ok. Et du coup, c'est la première fois où il avait verbalisé, il m'a dit ouais, mais je suis égoïste. Je suis égoïste parce que c'est pour moi et tout. J'en ai envie parce que ça me ferait du bien, j'en ai besoin, mais oui, je suis égoïste. Et du coup, c'était la première fois où mon père, je me suis dit, parce que c'est des choses, je m'étais toujours dit que mon père était égoïste. Dans ses demandes vis-à-vis de nous, tu vois, que c'était jamais pour
c'était pour lui, en fait, pour lui se sentir bien. Il y avait toujours ce truc-là, et d'autant plus sans jamais prendre en compte ma mère, tu vois. Moi, ma mère, elle s'occupe de mon père, elle fait d'autant plus tout, parce que maintenant, il peut plus rien faire, mais des fois, je me dis, c'est oufissime. Si ça tourne pas autour de lui, c'est très compliqué, et il ne peut pas comprendre que ma mère ait peut-être envie de faire des choses pour elle. Par exemple, ma mère, elle a toujours couru, elle a toujours fait de la course à pied. Là, elle veut toujours faire de la course à pied. Mon père, ça le saoule un peu que ma mère aille courir. Genre, elle va faire 10 km par jour, tu vois. Et c'est pas parce qu'il s'inquiète, parce que sa femme a bientôt 70 piges, tu vois, et que ça pourrait être dangereux. Non, c'est qu'en fait, il le dit, hein. Il le dit, genre, non, mais si t'arrive un truc, moi, je fais comment? Là, dans leur relation actuelle, on a une maison qui est grande. Mon père a un sifflet. Pour, dès qu'il a besoin de quelque chose, pouvoir siffler ma mère. Alors après, hein, elle l'a laissé faire aussi. Hein. Mais quand je te dis qu'il siffle, dans son truc, c'est abusé. C'est-à-dire qu'un jour, j'y étais, je rentre pas souvent, mais quand j'y étais, je promenais le chien, tu vois, donc je faisais le tour du pâté de maison dans le village, tu vois, et en passant à côté de la maison, j'entends j'étais là, putain, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'était mon père, ma mère devait être à l'autre bout du jardin, et donc du coup, il sifflait non-stop jusqu'à temps qu'elle soit là. Donc des fois, ma mère, elle est saoulée, hein, elle lui dit, hein, et tout, genre, mais je suis là, mais en fait, que lui, il voit pas le problème. Jamais. C'est ouf, tu vois. Pour lui, c'est indu que, même s'il est reconnaissant, il remercie quand même ma mère, parce que c'est quelqu'un de bien quand même, tu vois, et c'est ça qui est le pire, c'est que c'est quand même quelqu'un d'hyper gentil, d'hyper aimant, mais en fait, il y a toute l'éducation à refaire de la place en tant qu'homme, en fait. Cette place, qui est la traduction d'un ou de plusieurs privilèges, Louis l'interroge dans une perspective queer et intersectionnelle. Mon père est égoïste comme tous les mecs cis hétéros blancs, en fait. C'est qui se posent pas du tout de questions sur leur place dans leur famille, mais même dans la société, quoi. Et moi, je le vois d'autant plus maintenant, du décalage, en fait. Tu vois, maintenant que moi, je suis perçu comme étant cis hétéro par des gens qui ne savent pas que je suis trans, mais je me rends compte à quel point, quand t'es un mec cis blanc hétéro, mais en fait, tu comprends le patriarcat d'autant plus en disant mais parce que il se pose pas, c'est normal qu'il se pose pas de questions, en fait. Tout est tellement plus simple. Moi, la différence, je la vois. Mais je la vois parce que j'ai vécu autre chose. La blancheur, je ne le verrai jamais, le fait d'être noir. Mais bon, maintenant, j'écoute ce que les personnes concernées disent. Et du coup, j'ai conscience de ma place, tu vois, et de la manière dont elle peut être perçue aussi. Et c'est important d'en avoir conscience du privilège, tu vois, de ce qu'est même la notion de privilège. Se poser des questions, remettre en cause encore et toujours ce que l'on tient pour acquis, ne pas présumer savoir pour les autres, mais savoir où s'arrête le mérite et commence le privilège. Finalement comprendre quelle est sa place et quand il faut la laisser à d'autres. Cela permet de mieux vivre ensemble, y compris en famille. Ces réflexions, Louis les a poussées jusqu'à se demander ce qui le lie vraiment à son père. Ça a été moins maintenant, mais à une époque, quand mon père me demandait, c'était très compliqué pour moi de lui dire que je l'aimais, mais parce que je me suis posé la question.
Il y a eu une période de ma vie, je me suis dit, est-ce que réellement j'aime mes parents? Et donc, est-ce que j'aime mon père? Parce que on nous apprend tellement qu'il faut aimer ses parents, tu vois. Et moi, je voulais pas dire cette phrase. Je voulais pas être la personne qui dit oui, je l'aime, mais oui, mais parce que c'est mon père. Non, je voulais vraiment aimer mon père parce qu'il y avait des choses que j'aimais chez lui et pas parce que juste c'était mon père. Et du coup, ça a été un travail parce qu'il m'a quand même, à des moments de ma vie, sorti par les trous de nez, tu vois. Mais, et d'avoir trouvé cette paix-là et cette sérénité et cette indulgence, en fait. Je pense que j'ai aimé mon père réellement le jour où j'ai été indulgent. Et ça a été lié aussi, je pense, à quand moi, je me suis projeté en me disant que j'allais être parent. Et où je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a des trucs, clairement, il aurait pu mieux faire. Mais finalement, il a fait comme il pouvait. Et il s'en est plutôt bien sorti. Louis n'a rien de grave à reprocher à son père. Pas de violence, pas de dédain. Mais il ne faudrait jamais se baser sur le pire pour évaluer ses relations. C'est pas parce que les autres ils font de la merde qu'ils font continuer à faire de la merde, tu vois. Alors après, je suis indulgent, mais parce que je suis très exigeant. Mais en fait, faut pas mettre la barre au sol. Même dans nos rapports avec nos parents, on a le droit en fait d'être exigeant. C'est pas mal en fait. C'est pas demander beaucoup aux autres. C'est pas mal si on. Ça devient problématique si on en demande pas autant à soi-même. Mais moi, la barre haute, je la mets aussi haute pour moi dans mon rapport que j'ai avec mon père. Je devais avoir 16 ans quand mon père a fait son AVC. Puis il a fait un premier malaise le soir. Moi, j'étais dans ma chambre. Ma mère n'était pas là à ce moment-là. Elle devait être à la chorale ou à une de ses activités. Et du coup, il m'a appelé. Et en fait, je ne l'ai pas entendu. Et pendant longtemps, vu qu'à ce moment-là, mon père me sortait par les trous de nez, je me suis posé la question de est-ce que je ne l'ai pas entendu ou est-ce que j'ai pas voulu l'entendre? Du coup, ma mère l'a trouvé un peu plus tard, etc. Mon père n'allait jamais chez le médecin, tu vois. Et en fait, le lendemain, donc il a passé une nuit horrible. Le lendemain, il m'a amené à l'école. Et le trajet qu'on faisait habituellement en 15 minutes, on l'a fait en fait en 45 minutes. Et mon père se déportait en fait sur la gauche. Et après, il a refait dans la journée un malaise. Et là, il a été hospitalisé en urgence. Moi, je m'en suis beaucoup voulu, longtemps, de me dire, bon, est-ce que du coup, je l'ai pas entendu ou j'ai pas voulu l'entendre, et de ne pas avoir, après coup, parce que du coup, tu connais les signes de l'AVC et tu les as vus, et en fait, de m'être dit, mais en fait, j'ai pas vu les signes, j'ai pas interprété les signes. Quand il se déportait sur la gauche, j'aurais dû tout de suite réagir, et peut-être que du coup, ça aurait changé la suite des choses, quoi. Et ça a été très très compliqué de me rendre compte du coup aussi de mon potentiel propre égoïsme, de l'adolescent qui est dans sa chambre et qui capte rien de ce qui se passe autour. L'indulgence que j'ai envers mon père, c'est aussi vis-à-vis de moi, en fait, c'est vis-à-vis de notre relation. Et ça, c'est des choses où il a fallu que je travaille là-dessus, en fait. De me dire que ce qui s'est passé pour lui, ça a été terrible, mais qu'en fait, personne n'y est pour rien et on n'aurait pas pu faire autrement.
Et en fait, souvent, la vie, c'est ça, en fait. Et souvent, éduquer un enfant, c'est aussi ça. C'est les parents et les pères font des erreurs, mais parce que, en fait, alors, quand je parle d'erreurs, c'est des erreurs, hein, pas des choses qui ne devraient clairement pas avoir lieu d'être, c'est-à-dire d'être violent de quelque manière qu'elle soit. Mais du coup, ouais, des fois, c'est juste ça, quoi. Tu fais avec ce que t'as au moment où t'es et ouais, c'est la merde. Et ouais, ça va pas, mais ça fait aussi partie de la vie, quoi. Ne pas mettre la barre au sol. Si je devais retenir une seule phrase de mon entretien avec Louis, je choisirais celle-ci. Être exigeant, tout en reconnaissant qu'être parent est loin d'être une chose facile. Attendre beaucoup, tout en comprenant que parfois, la vie c'est compliqué. En tous les cas, demander à soi et aux autres de se remettre régulièrement en question. Avoir un père responsable et non violent, c'est le minimum. Avoir un père présent, aimant et fier, comme celui qu'a eu Louis, c'est vraiment génial. Avoir un père qui, en plus de ça, n'hésite pas à questionner la place qu'il prend au sein de la famille, à remettre en cause ses privilèges et ses prérogatives, et à considérer qu'absolument rien, en fait, ne lui est dû, c'est encore mieux. Peut-être que les hommes qui viennent d'être pères tendent à atteindre ce dernier objectif. C'est en tout cas ce que je souhaite. Chez les personnes queer, la question de la place que prend chacune et chacun au sein de la famille est sans cesse réinventée. À ce sujet, je vous conseille la lecture de l'ouvrage de Gabriel Richard, Faire famille autrement, chez Binge Audio Édition. Peut-être que pour toutes les autres familles, il y a quelque chose à piocher chez les familles queer, pour en finir notamment avec la figure du patriarche. C'est très certainement parce qu'il est queer que Louis a formulé le portrait de son père et de leur relation, comme il l'a fait lors de notre entretien. Mais c'est aussi finalement parce qu'il est le fils de son père. Voici d'ailleurs ce qu'il aimerait lui dire. Quelque chose que je devais lui dire et que je ne lui ai pas déjà dit, il n'y en a pas beaucoup, mais que je lui répéterai, c'est le remercier. Je remercie et je suis infiniment reconnaissant auprès de mon père, mais du coup, du couple parental. Tu vois, là, je peux pas dissocier les deux parce que mon père, s'il n'y avait pas ma mère, ce serait pas l'homme qu'il est, en fait. Tu vois, elle l'a quand même fait évoluer, je pense, sur beaucoup de choses. Et du coup, c'est eux deux, tu vois, qui m'ont élevé. Et du coup, ce que je leur dirais, ce que je lui dirais, ouais, c'est merci, que je suis infiniment reconnaissant de tout ce qu'ils ont pu m'apporter. Moi, je l'aime, mon père, et je suis reconnaissant de la personne que je suis. Et parce que mes parents ont contribué à la personne que je suis, et j'en suis infiniment reconnaissant. Parce que je pense être quelqu'un de pas trop mal. Je laisse Louis conclure cet épisode et rappeler qu'il est important de réinterroger en permanence les soi-disant modèles qui nous entourent. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père. Je pense que le fait de déconstruire cette image du bon père de famille, de ce qu'est la famille, ça peut apporter que des bonnes choses sur la manière dont on va élever un enfant. Parce qu'un enfant, c'est pas une plante verte, quoi. Ça pousse pas tout seul, quoi. Il faut être là, il faut être prêt à tout.